Donc on peut commencer par le résumé de la séance précédente. C'est notre secrétaire de séance qui est en ligne, Georges Avilaoud, qui va faire ça depuis chez lui, depuis sa... Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je vous laisse lancer la présentation. D'accord, je vais partager l'écran. Vous connaissez tous Georges Avilaoud, qui est un ami neurochirurgien. Ah. Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. Parfait. Bonjour, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues. C'est inhabituel peut-être de faire ça, mais nous avons convenu avec le Président, le Secrétaire général et Jean-Pierre Rosenbaum que chacun de nous présente la séance où il a été présent physiquement. La séance précédente était une séance très intéressante puisqu'il s'agissait de communication libre. Ça ressemblait un petit peu à une mini RICF parce que les pathologies traitées étaient assez variées et très intéressantes. Elle a été démarrée par Jean-Pierre Rosenbaum avec un résumé de la séance du 26 janvier qui était tout aussi intéressante sur la sécurité du matériel au bloc opératoire et en salle hybride. Le docteur Sarah Abdellaoui a commencé les présentations avec un exposé sur le pectus arcuatum. C'était assez intéressant parce que nous avons pu comprendre, grâce à son exposé, que cette pathologie qui était assez méconnue, souvent confondue avec le pectus carinatum, qui est d'apparition plus tardive dans la vie, est une malformation due à une fusion précoce des 6 pièces sternales et survient volontiers dans un contexte plurimalformatif, notamment avec une cardiopathie qu'il faudra rechercher systématiquement. Donc, c'est une pathologie méconnue et souvent confondue avec le pectus carinatum. Le traitement orthopédique du pectus arcuatum est malheureusement voué à l'échec, de par le fait que dans le pectus arcuatum, le sternum est incompressible, à l'inverse du pectus carinatum où la déformation est plastique, expliquant que l'utilisation d'orthèses de compression puisse traiter la déformation. Seule la chirurgie correctrice peut être réalisée en fin de croissance plutôt et repose sur une sternotomie associée à une résection chondrocostale partielle. Le challenge reste dans ces maladies, c'est qu'une fois le diagnostic fait, il faudra rechercher une malformation, notamment cardiaque, ce qui est primordial pour éviter toute complication. Et le docteur Beckmer, à l'occasion, avait donné pas mal d'exposés et de cas où les patients étaient diagnostiqués sans vraiment avoir fait le diagnostic de la cardiopathie associée. Donc, le docteur Beckmer, en commentaire, il avait dit que certaines pathologies restaient méconnues même à l'ère des puissants moteurs de recherche et qu'il avait fallu faire une recherche dans les papiers des années 50 pour trouver des éléments de réponse. Le secrétaire général Hubert Joannet a posé une question sur le préjudice qui était subi par les enfants et le docteur Abdellaoui avait répondu comme quoi c'était un préjudice d'ordre esthétique, les adolescents pouvant être complexés, voire avoir une image dysmorphique de leur corps. Après cette première présentation, une deuxième présentation faite par le docteur Kathleen Jean-Marc sur l'amélioration du taux d'emploi après chirurgie bariatrique, sur une étude menée sur 791 patients avec 17% de réponse à l'étude. Cette étude a permis d'évaluer la relation entre le taux d'emploi et la perte de poids après une chirurgie bariatrique, la qualité de vie et la précarité. Des scores moyens étaient utilisés. Les participants avec emploi avaient un IMC plus bas et un meilleur score Barros et de satisfaction. Après la chirurgie, la diminution moyenne de l'IMC était de 12 kg par mètre carré. 19 participants ont obtenu un emploi, 3 en ont perdu. Il n'y avait pas de différence entre les participants qui avaient obtenu un emploi et ceux qui n'en avaient toujours pas aux réponses des questionnaires. En conclusion, la chirurgie bariatrique avait pu augmenter les chances de retrouver un emploi indépendamment du statut de précarité. L'isolement social a été corrélé à une perte de poids insuffisante. Notre président était intervenu pour confirmer le fait que l'isolement soit un facteur d'échec de la chirurgie.
Hubert Joannet avait trouvé des données très intéressantes et notamment avait insisté sur le fait que malgré peut-être un taux de retravail qui n'était peut-être pas important, cette chirurgie était nécessaire pour diminuer les comorbidités qui étaient associées à l'obésité. Guillaume Porcher a insisté sur le faible taux de réponse au questionnaire, pouvant entraîner un biais dans les résultats. Et il avait dit que peut-être que les patientes voulaient oublier leur maladie. C'est pour ça qu'elles ne répondaient pas, comme dans toutes les maladies chroniques. Le docteur Kathleen avait répondu que le nombre de perdus de vue très élevé pour plusieurs raisons: changement d'adresse, de nom après le mariage, non-préoccupation par l'étude. M. Couffignal avait indiqué la nécessité d'études plus larges sociologiques et épidémiologiques. Et finalement, le docteur Launois a insisté sur le fait que les patients opérés devaient s'impliquer dans les études afin d'avoir de meilleurs résultats. La troisième présentation était assez belle, assez exceptionnelle. Le docteur Dominique Clairaut a présenté la prise en charge des papillomes laryngés de l'adulte. Donc là, j'ai mis une photo qui m'avait pas mal impressionné en voyant les deux cordes vocales saines et la commissure antérieure après une chirurgie de résection de papillomes. Donc, les papillomes laryngés de l'adulte sont des lésions récidivantes bénignes en rapport avec une infection au herpès virus. Cliniquement, il s'agit d'une pathologie vocale récidivante ou d'une pathologie respiratoire avec risque de dyspnée. Il faut noter le risque de transformation en carcinome épidermoïde qui est de l'ordre de 7% dans certaines séries. Plusieurs techniques chirurgicales existaient déjà: la résection par instrument froid sous micro, l'utilisation du laser et l'utilisation du microdébrideur. C'est cette technique d'ailleurs que le docteur Clairaut pratique. C'est une technique rapide durant 11 minutes permettant l'utilisation d'une anesthésie par optiflow, technique permettant une accessibilité optimale au foyer opératoire. Le microdébrideur aspire et coupe en bout de canule sans aspiration de la muqueuse saine, rendant possible une opération en une seule séance des deux cordes vocales en respectant la commissure antérieure et bien sûr les réinterventions en cas de récidive. Le défi dans les polypes laryngés de l'adulte est le risque important de récidive, d'où la nécessité de vacciner les patients opérés avec le Gardasil 9 pour diminuer le risque et augmenter les intervalles libres. À la suite de cette présentation, le docteur Beckmer avait insisté sur l'utilité extraordinaire du shaver, qui était aussi utilisé en chirurgie digestive. Le docteur Launois, je suis désolé pour le nom, je me suis trompé, a posé une question intéressante sur l'utilisation de cette technique chez les professionnels de la voix. Et docteur Clairaut avait insisté sur le fait qu'elle était simplement, entre guillemets, intéressante dans le cas des papillomes, qui étaient des lésions très friables, à l'inverse des autres lésions qu'on devait traiter par microchirurgie aux instruments froids. Par la suite, il y avait eu une discussion autour de l'intérêt de la vaccination, notamment chez les patients refusant de se faire vacciner dans l'absolu. Michel Germain avait fait une présentation très passionnante et passionnée de la microchirurgie au service des patients dans le cas des lymphœdèmes. Je pense. Donc, le lymphœdème et l'éléphantiasis sont dus à l'insuffisance du système lymphatique, se traduisant par un gonflement des membres ou du tronc. Il y en a deux types, un primitif ou congénital et iatrogène ou acquis. L'imagerie médicale s'était considérablement améliorée grâce à la lympho-IRM qui permet de voir si le lymphœdème est hypoplasique ou hyperplasique. En cas d'échec de la kinésithérapie, des massages et de la contention élastique, la microchirurgie et les transplants de ganglions lymphatiques autologues constituent un excellent moyen pour assurer de nouveau le drainage de liquide lymphatique. La microchirurgie aboutit à 40% de guérison à 1 an. La douleur disparaît dans 90% des cas, d'où l'intérêt majeur de cette prise en charge. Il faudra signaler aussi l'intérêt majeur de la kinésithérapie avant et après la microchirurgie. Par la suite, donc, il y a pas mal de questionnaires et de commentaires. Le président Benamou a insisté sur l'espoir de guérison
dans ce genre de maladie, surtout en Afrique où l'amputation pouvait encore avoir lieu pour traiter ce genre de pathologie. En termes de questions sur la prescription pour éviter les récidives après chirurgie, la réponse était une compression pendant 6 mois. Le vice-président Pascal Richman a demandé s'il y avait une contre-indication à la microchirurgie dans les cas précédés par la radiothérapie et la réponse était non. Le docteur Vladimir Mitz a quant à lui insisté sur la lympholiposuction qui serait une arme majeure pour traiter les lymphœdèmes avec une amélioration pour une période de 18 mois et l'intérêt de la super microchirurgie qui est pratiquée en Corée par a priori un seul praticien là-bas versus la transplantation ganglionnaire. Michel Germain a insisté sur le fait que cette technique de super microchirurgie était très particulière et nécessitait un plateau technique exceptionnel. Et à la fin, Hubert Joannet a insisté sur le fait qu'il serait très intéressant d'avoir des centres de référence pour le lymphœdème. Je termine par la dernière présentation. C'est une présentation très intéressante par le docteur Eric Schmidt sur la neurochirurgie gériatrique. Là, j'ai mis une photo qui m'avait marqué de cette présentation. Donc, le vieillissement de la population pour le docteur Schmidt est la norme. Donc, entre le vieillissement robuste et le vieillissement pathologique, une zone de fragilité correspondant à une perte de réserve d'autonomie existe. Cette zone de fragilité, elle est dépistable et elle est réversible. Donc, pour un même stress chirurgical, on peut voir que démarrant de la région verte, nous allons pouvoir récupérer une autonomie suffisante. Démarrant de la région fragile, ça allait être beaucoup plus difficile. L'hospitalisation des personnes âgées crée une dépendance iatrogène qui peut affecter de manière négative les patients fragiles. Afin d'éviter cela et permettre aux patients une récupération rapide d'autonomie et de qualité de vie, la neurochirurgie gériatrique doit être une approche alliant les compétences de la neurochirurgie et de l'anesthésiologie, soutenue par la gérontologie avant, pendant et après l'acte opératoire. À travers le programme ICOP, Integrated Care for Older People, l'Organisation mondiale de la santé a voulu sensibiliser les professionnels médico-sociaux à la fragilité et la vulnérabilité potentielle des personnes âgées. C'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable. Et il y a pas mal d'outils à l'intérieur qui permettent à la fin du test de classer les patients et de faire des propositions avant la chirurgie pour que chaque personne qui va être exposée à une chirurgie après un certain âge puisse avoir une prise en charge adaptée, que ce soit sur le plan nutritionnel, psychologique, kiné ou autre. Donc, en effet, avant de finir, le docteur Schmidt avait insisté sur ces 10 points, notamment le dernier, c'est le fait d'avoir des journées nationales dédiées à cette neurochirurgie gériatrique ou la chirurgie gériatrique en général et l'implication potentielle de l'Académie nationale de chirurgie comme promoteur de cette chose-là. Le docteur Benamou a bien confirmé que c'était un sujet fondamental que l'Académie nationale de chirurgie allait développer par la suite. Plusieurs questions et commentaires. Le docteur Rosenbaum avait insisté sur le fait que toutes les chirurgies ne se ressemblaient pas. En effet, la chirurgie de la cataracte des personnes âgées n'était pas vraiment un événement qui pouvait faire basculer une personne âgée dans une zone rouge. Le docteur Schmidt était tout à fait d'accord en disant que la cataracte constituait un stress chirurgical maîtrisé, sans rapport avec une chirurgie d'un canal lombaire étroit, par exemple, chez une personne âgée. Le docteur Richman a insisté sur la personnalisation du soin et du choix de la technique chirurgicale en fonction de l'âge. Et le docteur Koufinian a terminé cette intervention en insistant sur l'existence déjà de structures orthopédiques pratiquant ce genre de prise en charge. Et la séance fut levée par le docteur Benamou, notre président. Et je vous remercie personnellement de votre écoute. J'espère que ça a été clair et succinct.